Alors, Philippe Jeanneret, dans le cadre de cette campagne de sensibilisation pour le soutien des proches aidants, qui est organisée par le département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, c'est quand même curieux, pour moi en tout cas, de vous retrouver dans ce rôle. Comment y êtes-vous été conduit? J'ai l'impression que c'était pas un choix quand j'y repense aujourd'hui, quand j'essaie de retrouver un peu mes souvenirs. C'est quelque chose qui a commencé pour moi au milieu des années 80. Ma mère avait une galerie d'art, c'était quelqu'un qui était extrêmement actif dans la vie, qui bougeait beaucoup, qui laissait pas beaucoup les autres mettre leur nez dans ses affaires. Et puis je me suis rendu compte que la santé de ma mère allait de plus en plus mal et qu'elle était plus capable de faire les choses elle-même. Elle était atteinte de quoi? C'était Alzheimer. C'était D'accord. Alzheimer. Elle savait qu'elle avait une maladie dégénérative, mais elle essayait quand même de mener sa barque, parce que c'était quelqu'un qui avait mené sa barque toute sa vie, et puis qui n'acceptait pas vraiment que les autres l'aident. C'était très très difficile d'être à ses côtés. Mais ce qu'on voyait de plus en plus, c'est qu'elle était en difficulté. Et on se rendait d'ailleurs pas compte à quel point elle l'était. Quand vous dites on ne se rendrait pas compte, vous n'étiez pas un peu isolé dans cette démarche? Alors, oui, j'étais un peu isolé. J'étais avec mes deux sœurs. Et on était confrontés à ça. Et la difficulté venait d'une part du tempérament de notre mère, mais aussi du fait qu'on n'avait pas vraiment conscience de ce qui se passait, des enjeux. Et On ne se vous êtes rendait pas compte qu'elle était malade, qu'elle allait avoir besoin d'aide, et vraiment de beaucoup d'aide, et que ses premiers soutiens, ça allait être nous. Et moi en particulier, puisque j'étais le dernier à vivre avec elle, à être encore à la maison avec ma mère. vous vous êtes dit je vais y arriver. On ne s'est même pas posé la question, il fallait le faire. On ne se demande pas si on va y arriver, on ne sait même pas quand ça va se terminer. On n'y pense pas. Et je dirais même, on n'ose pas y penser. Mais il y a quand même une dégradation lente, peut-être. Il y a une dégradation lente et c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte au jour le jour. Et il y a un exemple que j'aime bien citer, c'est qu'à une époque, je partais travailler à la télévision, je partais à 5 heures du soir, je revenais à 8h30. Et quand je partais, bon, voilà, je laissais ma mère tranquillement à la maison, je revenais, et tout se passait bien. Et puis, l'hiver arrive. Mais quand l'hiver arrive, la durée du jour diminue. Un jour, je pars, il fait grand jour. Je reviens, pas forcément, il fait nuit à 8h30. Et à ce moment-là, je rentre à la maison, je me rends compte que ma mère est dans le noir parce qu'elle ne sait plus allumer la lumière. Je n'avais pas réalisé que des choses extrêmement simples, tout à coup, étaient devenues très compliquées pour elle. À partir de Parce que quel moment vous allez vous rendre compte que le rôle solitaire de proche aidant n'est pas suffisant? Alors, il se passe plusieurs choses pendant toutes ces années où je m'occupe de ma mère. C'est que d'une part, son état se dégrade petit à petit, mais je vois aussi que je me trouve dans un processus d'isolement, chose à laquelle j'aurais absolument pas pensé au début. C'est-à-dire que lorsqu'on s'occupe de quelqu'un qui a besoin d'aide, plus le temps passe, plus le besoin est important. Et forcément, pour celui qui aide, c'est un problème parce que il faut prendre de plus en plus de temps pour s'occuper de la personne qu'on aime et qui est à nos côtés, et que on va s'isoler par rapport aux autres personnes qui nous entourent. Et que ça devient de plus en plus difficile à gérer. Cet isolement, il se manifeste de différentes manières. C'est pas seulement un manque de contact avec les autres. C'est le fait qu'on oublie ce que c'est qu'un rapport normal, de parler normalement avec quelqu'un. Les gens qui ont Alzheimer n'ont pas de fil conducteur dans leurs idées. Ils sautent du coq à l'âne, il faut les suivre, c'est extrêmement difficile. Et puis ils oublient bien sûr. Et que pour celui qui remplit cette tâche de proche aidant, il faut assurer ce suivi au jour le jour, où il faut être là pour comprendre l'autre, où est-ce qu'il en est, le remettre sur des rails, et puis avancer dans la journée et faire en sorte que tout se passe bien. Et que de ne plus avoir ce contact normal, mais aussi de ne plus avoir le contact avec les autres, ça c'est un vrai isolement. Est-ce qu'il n'y a pas un moment ou peut-être une crise qui vous démontre que désormais vous ne pouvez plus faire tout seul? Alors la fatigue joue un rôle. Et il y a un moment, on est fatigué, et puis on a envie d'en sortir, on ne sait pas comment on va y arriver. Et je pense que ça, c'est un symptôme qui est quand même assez fort. Et dans mes souvenirs, en tout cas, il est là, il est bien là. C'est celui de la fatigue. Et par exemple, je me souviens que ma mère avait de la peine à dormir. Alors, elle se levait à minuit, et puis elle venait vers moi, elle venait dans ma chambre, elle dit « Allez Philippe, on y va !» Je dis « Mais tu veux, on fait quoi ?» Elle dit « On y va !» Je dis « Mais il est minuit, il faut dormir. » Bon, d'accord, j'y vais. À 2 heures du matin, elle revenait.
et à 4 heures, et à 6 heures, et j'arrivais plus à dormir. C'était infernal. Donc il y avait vraiment une grosse fatigue qui était là. Et puis après, les choses sont devenues plus graves parce que ma mère s'est sentie de plus en plus déstabilisée, fragile, et elle est devenue agressive. Et c'était les crises de démence. Et c'est quand il y a eu vraiment les crises de démence où je me suis dit, là, ça a été trop loin. Et c'est ça, pour moi, aujourd'hui encore, un sentiment très très fort, c'est tout à coup de me dire, mais je suis allé trop loin. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas arrêté plus tôt? Pourquoi est-ce que je n'ai pas demandé plus tôt de l'aide? C'est la grande question encore aujourd'hui. C'est à ce moment-là que vous allez demander de l'aide, et sous quelle forme va-t-elle intervenir, cette aide? Alors, cette aide, bon, d'abord c'est mes sœurs qui suivent les choses de loin, qui me disent effectivement maintenant on arrive à un moment où on ne peut plus s'occuper de maman à la maison. Il faut la confier à quelqu'un. Et alors on décide de la mettre dans un EMS. Et lorsqu'on confie notre mère à l'EMS, ça se passe extrêmement mal, comme elle a encore des crises de démence. Elle agresse d'autres personnes qui se trouvent là-bas avec elle. Et la directrice de l'EMS, d'ailleurs, nous a appelé 24 heures plus tard pour nous dire, écoutez, c'est plus possible, votre mère, on ne peut pas la garder, il faut l'amener à Bélidé, parce que c'est le seul endroit où ils pourront réellement s'en occuper. Comment est-ce on ressent cet événement lorsqu'on est un fils qui s'est impliqué dans le parcours de sa mère, dans le soin apporté à sa mère, et qu'il faut la conduire à Bélidé? C'est un grand sentiment de culpabilité. Et là, je suis vraiment tombé, comme dit l'expression de Scari dans Scylla, parce que quand je suis arrivé à Bélidé, j'ai été reçu par un médecin à qui j'ai expliqué le cas de ma mère, qui m'a bien écouté, qui n'a pas laissé passer un seul sentiment passer sur son visage. Et ce qui m'a mis mal à l'aise, je dois le dire. Et il me dit, très bien, je vais m'occuper de votre mère. Il est parti dans une pièce à côté. J'ai voulu le suivre. Il me dit, non, vous restez là. Et il est parti avec ma mère. Et je l'ai entendu. Elle disait, Philippe, viens, aide-moi. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous voulez de moi? Et c'était un moment terrible, parce que lui, il faisait son travail de médecin, il l'auscultait. Elle sentait que quelque chose se passait, elle avait extrêmement peur. Et elle m'appelait, et je ne venais pas. Et ça, c'était un moment où moi, je l'entendais qui pleurait. J'étais de l'autre côté de la porte. Et c'était un moment terrible. Et le sentiment que j'en garde aujourd'hui, mais de ce moment-là précis, sentiment de culpabilité avec lequel j'ai appris à vivre aujourd'hui et que j'ai l'impression quand même d'avoir surmonté. Mais bon, c'est jamais avec ces choses. Et on le surmonte de quelle manière, ce sentiment? Alors, il faut parler d'abord. Il faut en parler avec d'autres personnes qui se sont trouvées dans la même situation. Et on réalise à ce moment-là qu'on est tombé dans un engrenage et que dans cet engrenage, malheureusement, il n'y avait pas d'autre issue que celle qu'on a vécue. Ça, c'est la première chose qui m'a aidé peut-être, c'est de me rendre compte que j'étais dans un engrenage et que finalement, il fallait réagir beaucoup plus tôt. Et que si je voulais vraiment me donner des chances d'éviter ça, j'aurais dû demander de l'aide finalement beaucoup plus tôt. Ça aurait été très profitable. Bon, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu faire des miracles. Il faut être lucide sur ce point. Lorsque quelqu'un est atteint d'Alzheimer ou d'autres maladies dégénératives, il n'a pas envie de quitter son cocon familial, il n'a pas envie de changer de vie comme ça, forcément les choses se passent difficilement lorsqu'il s'agit de les mettre dans un établissement spécialisé. Mais je dois dire que si j'avais pu, à un moment ou l'autre, et ça c'est vraiment, je me dis, tiens, aujourd'hui, si je peux revenir en arrière, si je peux remonter dans le temps et changer quelque chose, ça aurait été peut-être de mieux préparer ce moment où j'aurais dit, maintenant, maman, je vais t'amener ailleurs, mais tu verras, tu seras bien. Et puis faire en sorte qu'elle aurait été moins perdue et qu'elle n'ait pas eu ce moment de panique qu'elle a vécu lorsque d'autres mains l'ont prise en charge. Ce qui est étonnant dans votre récit, c'est que vous n'allez pas demander des conseils ailleurs. Je dirais sans forcément impliquer votre mère, mais dire, ben voilà, je suis dans cette situation, est-ce qu'il n'y a pas des associations qui existent, il n'y a pas des gens qui ont passé par le même parcours que moi, est-ce que je ne pourrais pas être conseillé? J'explique ça de nouveau par le sentiment de culpabilité. Alors c'est peut-être quelque chose qui m'est propre, mais je me souviens que j'avais discuté avec mes sœurs à l'époque, notamment avec ma petite sœur. Elle dit, il y a une association Alzheimer à Genève. Et elle me dit, mais écoute, oui, je suis allé voir, mais les gens de l'association Alzheimer, ils s'occupent plus de l'entourage que des malades eux-mêmes.
Et nous, on veut guérir maman, on veut trouver une solution pour elle. Alors, on ne va pas perdre de temps avec ça. Et donc, sans le savoir, hein, on s'est coupé. Il y a une porte de sortie hein, qui tout à coup. Ouais, sans mesurer que vous-même alliez être victime de la situation. Exactement. Et donc, je crois que le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, c'est que ma mère était malade, je n'osais pas penser à ma santé. Je n'osais pas. Mais ça, c'est tout le problème. Pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi est-ce qu'on se dit, mais oui, j'ai le droit aussi d'avoir des moments de liberté, de sortir, et que d'autres s'occupent de ma mère pour que je puisse respirer. Mais il y a des moments où on ne s'autorise pas, voilà, d'exister. Et je pense que c'est ça qui m'a coûté à l'époque. Comment résonne dans votre tête ce slogan « Pour aider, s'entourer mieux » ? Alors, pour moi, de manière très très forte, c'est parce que tout à coup, je vois cette perspective de dire, mais on peut aider et finalement passer des moments qui soient des bons moments et avoir une qualité de vie avec les personnes qui nous sont chères et dont on a décidé de s'occuper. Et qu'en étant aidé, je me dis, mais tiens, c'est par ce moyen-là, parce qu'il faut un regard extérieur. Il faut un regard extérieur pour nous dire jusqu'où on peut aller, et le jour où on ne peut plus, pour nous aider à lâcher, et éviter qu'on soit en train de culpabiliser, de nous dire, tiens, on a peut-être fait les choses on ne les a pas faites bien, on les a faites mal. Vous aidez par exemple pour le moment où votre mère ne vous reconnaîtrait pas ? C'est un moment parmi d'autres. Mais je pense aussi que les échanges qui peuvent avoir lieu entre différentes personnes qui sont confrontées au même problème, je pense que ces échanges sont aussi importants, précisément pour dire qu'il n'y a pas que le moment où on confie ses parents à une institution spécialisée qui peut être difficile parce que c'est un moment de rupture, mais aussi le moment où on retourne dans un hôpital, on voit son père, sa mère ou quelqu'un de proche, on se rend compte que la lumière s'est éteinte dans le regard, que l'autre ne nous reconnaît plus, et comment est-ce qu'on vit ce moment-là. Quels seraient les conseils que vous donneriez aujourd'hui par rapport à votre expérience, à quelqu'un qui se retrouverait au début du processus ? Je crois que la campagne le résume bien. Pour aider, il faut savoir se faire aider aussi. Et à partir de là, je crois que c'est aussi important d'écouter des personnes qui sont déjà passées par là. Donc, au-delà de l'aide, les groupes de discussion, où justement les personnes peuvent échanger leur expérience, ces groupes de discussion peuvent également amener beaucoup. Et puis l'humilité, se dire « j'y arriverai pas tout seul ». Oui, on dit qu'on n'est pas dans un monde parfait, mais surtout l'humain n'est pas parfait. Nous, on n'échappe pas à la règle. Moi, j'idéalisais beaucoup. Et je me voyais vraiment en train d'aider ma mère très longtemps, jusqu'au dernier moment. Et puis, on se rend compte que tout va de travers. Il y a des moments, voilà, on rentre à la maison, elle est dans le noir, on a oublié que peut-être elle ne pourrait plus allumer toute seule la lumière. Et il y a plein d'autres épisodes que je peux vous raconter, de moments de désillusion terrible, parce que je pensais que ça allait bien se passer, puis non, ça ne se passait pas, et puis parce que j'avais pas réussi à prévoir. Mais comment est-ce que je pouvais, de toute façon? C'est pas possible si on reste tout seul dans son coin. Si je vous demandais actuellement quelle image avez-vous de votre mère dans votre tête ? J'essaie de retrouver, et j'ai même pas besoin d'essayer. L'image que j'ai, c'est pas l'image de la période où elle est malade, mais c'est l'image souriante de l'époque où j'étais enfant et j'avais une mère forte en face de moi, et cette force qu'elle avait, eh bien, elle a réussi à me la transmettre aujourd'hui. Et dans sa maladie, qu'est-ce qu'elle vous a transmis ? Ça, c'était complètement inattendu. Parce que à l'époque où ma mère était une femme d'affaires active, c'était très difficile de l'aider. Elle ne disait jamais merci. D'abord, il fallait toujours l'aider. On lui donnait un doigt, elle nous prenait un bras. Elle ne disait jamais merci. Et c'était vraiment frustrant pour son entourage que lui donner un coup de main, faire quoi que ce soit pour elle. Et puis, du jour au lendemain, à partir du moment où elle est tombée malade, tout à coup, c'est quelqu'un qui s'est ouvert, qui était heureuse qu'on l'aide, qui laissait faire les autres, qui avait confiance. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la mère que j'ai toujours rêvé d'avoir. Merci beaucoup.